Bonjour à tous. Avec les fêtes qui approchent, je suis prêt à parier que vous allez vous retrouver avec votre famille ou vos copains autour d'un bon verre d'alcool. Et quoi de plus normal? Après tout, c'est la période parfaite pour se détendre et oublier les autres fois de l'année où vous avez bu pour surmonter les moments difficiles. Le cinéma limite d'ailleurs souvent sa représentation de l'alcool à ces deux scénarios suivants. Soit on montre des personnages qui détruisent lentement leur vie, rongés par un alcoolisme maladif, ou à l'inverse au total, des personnages qui mènent une vie à l'allure de fête sans fin et qui enchaînent les dingueries en picolant à 200 à l'heure comme des Gérard Depardieu sous stéroïdes. Pourtant, peu de films arrivent à représenter la saveur douce amère que peut avoir l'alcool. Celle au milieu des deux cas de figure que je viens de présenter. Celle que vous ressentez par exemple, sans être malheureux, mais en ressassant vos lointains souvenirs avec mélancolie, un verre de whisky à la main. La saveur de l'alcool la plus fréquente dans la vraie vie et la plus intéressante. Du moins, peu y arrive aussi bien que Le goût du saké, réalisé par Yasujiro Ozu. Le film dont on va parler aujourd'hui. Toute dernière œuvre qu'un grand cinéaste nous a laissé quelques mois avant de mourir d'un cancer, Le goût du saké est considéré par beaucoup comme l'apogée de la carrière d'Ozu, voire même carrément comme l'un des meilleurs films jamais réalisés. C'est l'une des œuvres les plus personnelles et touchantes du réalisateur, et le succès mondial qu'elle a rencontré lors de sa sortie a été des plus retentissants. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un récit à la fois subtil et intimiste, qui nous dévoile beaucoup de choses troublantes sur les relations humaines et la façon dont l'alcool façonne ces dernières. Bienvenue dans Kagemusha, l'émission consacrée aux grands films du cinéma japonais. Lancez le générique. 人の影はその人を離れて一人歩きはできん。 Je suis un samouraï, j'y vais, hein. Première partie, l'intrigue. Le film du jour se déroule à Tokyo en 1962 et raconte l'histoire de Shuei Hirayama, un employé dans une usine qui est aussi un veuf et vivant avec ses deux enfants Michiko, 24 ans, et Kazuyo, 21 ans. Sa secrétaire lui rend visite dans son bureau et les deux entament une conversation au sujet d'une de leurs collègues qui n'est plus venue au travail depuis quelque temps. La jeune femme apprend alors à Shuei qu'elle ne vient plus au travail car elle est en pleine préparation de son mariage, ce qui surprend Shuei qui, amusée, rassure la secrétaire en lui assurant que ce sera bientôt son tour. Elle quitte la pièce et entre un ancien ami du lycée de Shuei qui lui propose de marier sa fille à un homme, lui assurant qu'il ferait un candidat idéal. Shuei refuse, expliquant que sa fille est trop jeune et immature pour le mariage, restant ferme face aux arguments de son ami. Cette première scène est très efficace, car elle plante immédiatement le ton et le décor du film tout en montrant deux choses très importantes pour lui. Ozu va ici parler de mariage et de problèmes qui y sont liés, et le protagoniste, Shuei, est un vieil homme doux, chaleureux et bienveillant, qui ne ferait pas de mal à une mouche mais refuse de changer quoi que ce soit dans son quotidien tranquille et bien établi. Après le travail, Shuei retrouve souvent ses anciens amis du lycée dans un bar pour parler du bon vieux temps et entretenir leur amitié de jeunesse. Ces moments sont d'ailleurs importants pour eux, car ils leur permettent de faire des blagues de gamins et d'échapper un moment au sérieux constant de leur vie professionnelle. Et un jour, ils invitent l'un de leurs anciens professeurs qui ne s'en sort pas aussi bien qu'eux dans la vie. L'homme souffre notamment de sérieux problèmes financiers, ayant dû se résigner à tenir un petit restaurant de nouilles alors qu'il a été formé dans une prestigieuse école navale du Japon, qui devrait lui donner accès à de bien meilleures conditions de vie. Mais ce qui marque Shuei, c'est sa fille, qui a manqué la chance de se marier quand elle était jeune et est maintenant vieille et seule, dont la seule occupation consiste à s'occuper de son père qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Shuei est très affecté de voir son ancien professeur mener une existence aussi triste et il commence à se poser des questions sur sa propre vie et sa relation avec sa fille. Lui et ses amis décident d'aider le professeur en lui donnant un peu d'argent. De retour au restaurant, Shuei tombe sur un ancien officier avec lequel il a servi dans un navire pendant la Seconde Guerre mondiale. Il invite un boire dans un bar, laissant l'argent pour le vieux professeur. Là-bas, les deux plaisantent sur le passé et l'occupation états-unienne du Japon, parlant des difficultés qu'ils ont chacun éprouvées pour se réintégrer à la société après la guerre. Mais encore une fois, Shuei est renvoyé à sa situation familiale quand son ancien officier lui demande comment vont ses enfants, et qu'il croise une serveuse ressemblant à sa femme morte depuis de nombreuses années. Le lendemain, la secrétaire du début du film revient rendre une visite à Shuei pour le remercier et lui souhaiter bonne continuation. Elle va quitter l'entreprise pour se marier à son tour. Shuei reprend encore à sa fille quand la secrétaire lui donne son âge, 24 ans. L'ancien professeur revient vers Shuei afin de le remercier pour l'argent. Et ils s'en vont, je vous le donne en mille, picoler dans la joie et la gaieté. Il se bourre la gueule et le professeur vide son sac sur ce qu'il pense de lui-même. Il se déteste pour avoir ruiné la vie de sa fille en la forçant à s'occuper de lui. C'est sans doute la scène la plus brutale du film et elle marque un tournant dans l'arc de Shuei, qui est clairement secoué. Et son ami remue d'ailleurs le couteau dans la plaie en lui disant que s'il ne marie pas sa fille au plus vite, il finira comme le professeur. Mais d'ailleurs, Michiko n'est elle-même pas très enthousiaste à l'idée de se marier. Après la mort de sa mère, elle a dû endosser ses responsabilités et est devenue la femme de la maison, en quelque sorte. Même si ce rôle ne lui plaît pas beaucoup, elle se sent utile en le jouant, car elle sait que son père est son
frère, ne pourraient pas s'occuper d'eux-mêmes si elle n'était pas là. Je sais que je parle du mariage depuis tout à l'heure comme s'il était le seul avenir auquel les femmes pouvaient aspirer, mais gardez en tête que le film se déroule dans les années 60, à une époque où être une femme indépendante était impossible, et où ne pas se marier au début de sa vingtaine revenait à condamner sa vie entière. C'était le cas en Occident aussi, mais c'était encore pire au Japon, d'où le fait que les pères dans le goût du saké soient aussi obsédés par l'idée de bien marier leur fille. Troublé par les événements, Shuei a maintenant sérieusement peur de ce que l'avenir leur réserve, s'il continue sur ce quotidien tranquille qui était si rassurant au début du film. Il décide alors d'avoir une sérieuse conversation avec sa fille, et après quelques hésitations, Michiko se marie, et Kazuo s'en va vivre pour de bon avec sa femme, la présence sociale ayant eu raison de leur père. Le film se termine sur un plan de Shuei, loin au fond du cadre, seul dans son appartement délaissé par sa progéniture. Et bah, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était intéressant. Aussi très dense, alors je vais vous proposer d'attaquer les choses avec méthodologie et simplicité, en décortiquant le film pour dégager quelques angles de lecture. Deuxième partie, thématique. Le goût du saké, c'est d'abord un film qui parle du Japon d'après-guerre et des changements que la défaite lors du conflit mondial ont provoqués dans la société nippone. Ce peuple, dont la culture tout entière a été construite autour du code d'honneur des samouraïs et de leur philosophie guerrière et patriarcale, s'est retrouvé du jour au lendemain bombardé, humilié et défait de tout ce qui avait fait leur identité, leur fierté. Privé d'armée et de son indépendance, le Japon s'est retrouvé empêtré de nombreuses contraintes humiliantes qui l'a poussé à laisser la plupart de ses habitants sur le carreau. Le goût du saké nous le montre par exemple à travers le personnage du vieux professeur, un homme diplômé d'une prestigieuse école militaire qui avait tout pour réussir avec sa carrière flamboyante et sa fille prête à être mariée, mais qui a tout perdu après la défaite japonaise, contraint de travailler jusqu'à l'usure dans un restaurant miteux, occupé par des clients qu'il ne respecte pas et le traite comme un esclave, tandis que sa fille reste seule chez eux à attendre une vie meilleure qui est désormais à jamais inaccessible. Ozu parle de la société traditionnelle japonaise qui commence à adopter les cultures et les valeurs cosmopolites des États-Unis. C'est pour cette raison que le montage d'Ozu insiste sur les zones industrielles de la ville, des petites rues délabrées sur lesquelles se greffent des bars, des textes en anglais, des japonais aux vêtements occidentaux, des télévisions et j'en passe. Le cinéaste nous immerge dans un pays en pleine transition et il n'oublie pas de nous montrer comment les humains, principaux concernés, la vivent et ce qu'ils en pensent. Cette scène dans un bar le montre bien. Le protagoniste et son ancien camarade de l'armée déplorent l'influence que la culture occidentale a sur la jeunesse japonaise. Même s'ils le prennent avec humour, on sent une amertume dans leur voix, une nostalgie à l'égard du bon vieux temps et une tristesse qui surgit à l'évocation de cette vie meilleure qui leur est passée entre les doigts, de leur monde qui est lentement en train d'être remplacé. Ces émotions sont celles qui rongent et motivent le protagoniste du film, qui le poussent à agir comme il le fait. C'est un homme qui souffre de quelque chose que l'on retrouve souvent dans les films de Ozu, la vieillesse. Shuei est un père de famille qui a déjà souffert de la perte de sa femme, en plus de la guerre, du traumatisme d'Hiroshima et de l'occupation du Japon par les US. C'est un homme qui aspire à une vie simple, loin des épreuves qu'il a endurées avec ses enfants. Mais malheureusement pour lui, ce sont déjà des adultes en train de construire leur foyer loin de la maison, et il sait qu'il ne peut ni ne doit les retenir éternellement. Même si ça ne les dérange pas au début, c'est en observant les gens qu'il côtoie que Shuei prend peur pour l'avenir de sa famille et décide de sacrifier son bonheur personnel et de vivre le restant de ses jours seul pour le bien de sa fille. C'est une situation difficile à laquelle les personnages du goût du saké font face, et il n'y a pas vraiment de solution parfaite pour résoudre leurs problèmes. Le réalisateur prend une approche sociologique, à l'instar de Balzac dans ses romans, puisqu'il représente des archétypes de personnes qui existaient vraiment dans la société japonaise de l'époque, et montre comment ces profils réagissent à certaines situations. Ozu semble conclure qu'il vaut mieux vivre avec son temps pour ne pas finir comme le vieux professeur et gâcher plusieurs vies juste pour garder ses enfants près de soi. Mais il met aussi dans ce récit beaucoup de sa personne et de sa propre sensibilité. Lui, qui a vécu seul avec sa mère à partir de 1934, a grandi loin de son père pendant son adolescence et était lui aussi un homme plutôt discret qui ne s'est jamais marié, Shuei est presque un décalque d'Ozu dans le film, pour s'inclure lui-même dans la société japonaise qu'il analyse. Et il n'y a pas que la sensibilité d'Ozu qui rend ce film unique, mais aussi son style artistique, comme on va le voir tout de suite. Troisième partie, réalisation. Ozu est connu pour sa réalisation très particulière. Souvent comparé à Eric Rohmer, un réalisateur français très terre-à-terre, qui brille plus par ses dialogues que sa réalisation, on dit des films du réalisateur nippon que c'est leur façon de mettre en scène les dialogues et les interactions entre les personnages qui font leur charme, plutôt qu'une réalisation élaborée. Mais je pense personnellement qu'il y a plus que ça. Le goût du saké est d'abord un film à la composition brillante. La façon qu'a Ozu de positionner ses acteurs et de les filmer me rappelle personnellement les tableaux de Edward Hopper, un peintre états-unien qui a eu une influence énorme sur le cinéma du monde entier. Sa façon de se tenir à distance de ses personnages et de les enfermer dans des cages en se servant de lignes tracées par les décors est glaçante et très mélancolique. La composition du goût du saké donne des réminiscences du style de Hooper, avec ses personnages loin de la caméra, avachés à une table et proches les uns des autres mais pourtant si seuls. Et bien sûr, il y a aussi la façon qu'a le réalisateur de montrer les paysages qui frappent. Ils sont désolés et témoins d'une société en pleine mutation, entre la tradition du Japon et la modernité occidentale. Le lien à établir entre le film d'Ozu et les tableaux de Hooper n'est pas seulement esthétique, mais aussi narratif et thématique. Ça ajoute au charme
rythme minimaliste du film et ça aide à renforcer le ton chaleureux des scènes, qui montrent des personnages partager un moment convivial ou à l'inverse, à rendre encore plus triste une scène où l'un d'entre eux est seul. Peu importe à quel moment vous êtes dans le film, vous pourrez toujours clairement distinguer des lignes droites qui servent à resserrer le cadre vers ce qui est important. Et c'est en gardant de cette façon à l'image que ce qui n'est essentiel qu'Ozu arrive à mettre en place son style si particulier. Ozu a une réalisation très lente, douce. Chez lui, vous ne verrez pas d'acteur surjoué comme s'il s'était enfilé toute la réserve de cocaïne d'Emmanuel Macron. Ici, le jeu est toujours naturel et même quand un personnage fond en sanglots, c'est toujours réel, avec souvent une petite musique en fond qui aide à créer l'émotion d'où sa mère et fait le charme si particulier du goût du saké. Ce ne sont pas des personnages acteurs d'un drame que l'on voit à l'écran, mais des humains qui, comme toute personne normale, portent des regrets et des émotions en eux. Le film nous laisse comprendre tout ce qu'il veut nous dire par nous-mêmes, ou lentement, comme Shuei qui réfléchit cloîtré dans une solitude silencieuse en sirotant ses alcools favoris. En fait, l'arc narratif du protagoniste du goût du saké est un peu similaire à celui de Walter White dans Breaking Bad, qui passe de père de famille discret et aimant au début de la série à un baron de la drogue impitoyable vers la fin. Tout s'est installé au cours de l'intrigue si subtilement que quand on se rend compte enfin qu'il s'est transformé en quelque chose de totalement différent, ça nous fait un choc. Et c'est exactement l'effet qu'on ressent en regardant le goût du saké. On se rend compte que Shuei a dilapidé son temps dans la ville, qui est entouré de gens qui gâchent leur vie et qu'il doit agir vite pour offrir un meilleur avenir à ses enfants. Une vraie gueule de bois. Si j'ai réussi à piquer votre intérêt avec mon analyse et que vous n'avez pas encore vu le film, il vous attend dans la description. Vous pourrez le regarder gratuitement avec le lien que vous y trouverez. Le goût du saké est un film qui a pour vocation de toucher à l'universel, comme tous ceux d'Ozu selon son propre aveu. Cependant, ces quelques particularités stylistiques nécessitent, je pense, un peu de recontextualisation avant de le visionner et de pleinement l'apprécier. Il a encore beaucoup de surprises à vous offrir dont j'ai délibérément fait le choix de ne pas parler ici. Vous pouvez y aller, ce film se déguste comme un bon vin. Mais avant de conclure, j'ai quelques petites choses à vous dire. Dans une précédente vidéo, j'ai parlé de M. Night Shyamalan, un réalisateur controversé que beaucoup de gens critiquent pour sa mise en scène minimaliste, voire même carrément simpliste. C'est pas un amateur de composition hyper travaillée, de lumière incroyable, de VFX révolutionnaire ou d'autres artifices esthétiques du cinéma. Ses tours de force sont scénaristiques et cette particularité de son style l'a sérieusement handicapé quand il s'est attaqué à la réalisation de blockbusters comme Le Dernier Maître de l'air. Typiquement le genre de film qui a besoin d'une mise en scène élaborée pour fonctionner. Il aurait dû continuer de faire les films plus terre à terre qui ont fait sa renommée et c'est une erreur que Ozu n'a jamais faite. Et lui, il n'a jamais essayé de réaliser d'énormes films à la Kurosawa ou à la Kobayashi. C'est un cinéaste au style simple mais efficace, dont la force repose sur l'observation de la société de son époque et de sa vision à hauteur d'homme de ses personnages. Il montre qu'on peut faire beaucoup avec peu et il est capable de rendre grandiose des personnages qui n'ont rien de spécial. Même une petite mamie ou un simple salarié, Ozu peut le rendre touchant avec un beau plan ou une réplique ciselée, ce qui rend son cinéma universel et intemporel. Je vous invite à aller le découvrir. Sa filmographie pourra sans doute vous apporter une bouffée d'air frais après les films rythmés à la dynamite dont j'ai parlé dans les précédents épisodes. Voilà tout pour ce numéro de Kagemusha. J'espère qu'il vous aura plu. Et merci à tous pour les 1000 abonnés. Je suis vraiment très heureux d'avoir franchi ce premier objectif que je m'étais fixé il y a quelques mois. Les premiers paliers sont toujours les plus difficiles à franchir et maintenant que j'ai enfin réussi à atteindre le mien, je suis bien plus serein concernant l'avenir de ma chaîne. J'ai plein de projets incroyables en préparation pour 2025, sans parler des quelques vidéos qu'il me reste à vous dévoiler cette année. Pour ne rien rater de tout cela, je vous invite à vous abonner. En échange de quoi, je vous offrirai un verre de saké. Bon, ok, ça c'est pas vrai, mais si vous aimez le cinéma, j'ai beaucoup de trucs ici qui pourraient vous plaire. Et n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo autour de vous et à mettre un j'aime. C'est en soutenant mes efforts que vous me permettrez de travailler sur des vidéos toujours plus folles. Sur ce, merci à tous pour votre soutien et votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 15 h pour une nouvelle vidéo, juste ici, sur cette chaîne.